Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre aujourd'hui pour ce webinaire offert par Au Mois de Santé. Mon nom est Gabrielle Provencher. Je suis responsable clinique et chef opérationnel pour notre département de services de gestion de crise. Avant de commencer, juste vous dire qu'on va avoir une période de questions à la fin. Et pour ceux et celles qui sont intéressés d'avoir l'enregistrement, on va mettre une copie sur notre site YouTube dans les prochaines semaines, d'ici quelques jours. Mais on ne partagera pas le PowerPoint. On a souvent ces questions-là. Et donc, si jamais vous avez des questions, juste attendez à la fin de la présentation. Il va y avoir une période pour rentrer vos questions dans la boîte de clavardage. Alors, juste avant de commencer, un peu d'informations sur Au Mois de Santé pour ceux qui ne sont pas au courant. On est un PAE, donc un programme d'aide aux employés. On est un chef de file au Canada dans les domaines de la santé mentale et du traitement des dépendances. On offre un continuum de services de maintien, de réintégration au travail et de traitement en santé mentale par l'intermédiaire de plus de 4 500 employés. On offre une gamme complète de services comme le mieux-être organisationnel, l'aide aux employés et à leur famille, les évaluations en santé mentale et les traitements en milieu hospitalier. Donc, bien évidemment, aujourd'hui au programme, vous le savez, vous vous êtes inscrit aujourd'hui, on va parler de santé mentale, plus spécifiquement pour les professionnels de la santé comme vous, par exemple les infirmières, et donc les effets psychologiques qui ont été remarqués et vécus pendant la COVID-19, la pandémie, et aussi offrir des stratégies et vous aider à reconnaître les symptômes de détresse pour la COVID, mais aussi par la suite pour pouvoir conserver ces outils plus tard. On va également finir par vous offrir des ressources autres que notre PAE. La COVID a changé beaucoup de choses dans nos vies, a apporté beaucoup de changements. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui des conséquences psychologiques de la pandémie. Mais comme j'ai dit plus tôt, de reconnaître les symptômes, reconnaître les signes avant-coureurs et de voir justement si on reconnaît ces signes-là en nous-mêmes et en nos proches et apprendre de nouvelles stratégies pour mieux nous aider. Alors ici, on voulait vous donner un peu de statistiques par rapport aux pandémies et ce que les gens, les travailleurs de première ligne et de soins de la santé peuvent vivre pendant une pandémie. Ce qui est important de retenir, donc ça, c'est des études qui ont été faites par rapport au SRAS, mais certaines ont été faites aussi au début de la pandémie de la COVID. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier sont beaucoup plus vulnérables aux effets psychologiques néfastes d'une pandémie. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est qu'ils vont la vivre de façon beaucoup plus intense, plus longtemps. Même après la pandémie, ils vont continuer de vivre des symptômes de ça. Et cette situation est due en partie à des facteurs comme la charge de travail, à l'exposition et la surexposition à des situations stressantes et traumatisantes, au risque pour leur santé physique et mentale, et la peur aussi de contracter le virus et de contaminer les proches, ou par exemple le manque d'équipement de protection. Donc, les études montrent aussi que les gens qui devaient s'occuper de personnes malades et avaient aussi des proches qui étaient en quarantaine ou qui pouvaient avoir été infectés augmentaient de façon phénoménale les risques pour leur santé mentale. Donc, on le sait, à tous les jours, vous relevez des défis très uniques et très difficiles pendant une période de pandémie. Vous êtes exposé quotidiennement à des populations traumatisées à divers degrés, vous occupez des postes et des fonctions à haut niveau de stress, ce qui risque d'entraîner soit des préjudices moraux, le stress professionnel, des traumatismes, l'usure de compassion ou de l'épuisement professionnel si on ne prend pas le temps de reconnaître les symptômes quand ils arrivent ou qu'on ne va pas rechercher de l'aide quand c'est le temps. Alors, c'est vraiment ces quatre éléments-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, quand on parle des traumatismes, c'est sûr qu'il faut se rappeler qu'il est courant d'éprouver un certain stress dans la vie, que ce soit au travail, dans sa vie professionnelle ou personnelle. Les facteurs de stress quotidien comme la conciliation des échéances, le volume de travail ou les besoins de la famille sont le lot de la plupart d'entre nous. On doit également parfois affronter des expériences qui sont plus intenses, comme la maladie, les deuils, ou même des expériences heureuses comme se marier, déménager, assumer un nouvel emploi, peuvent également causer certaines tensions. La plupart du temps, on est capable de faire face à ces événements-là, ces expériences humaines, qu'elles soient prévues, imprévues, légères ou intenses.
Quand on parle de traumatisme, on décrit vraiment un événement ou une série d'événements qui sont vécus comme physiquement ou émotionnellement néfastes et qui anéantissent notre capacité à faire face aux obstacles et qui produit, par exemple, des effets néfastes durables sur notre bien-être, que ce soit physique, social, émotionnel ou spirituel. Quand on parle de la COVID, au départ, la COVID a été un événement marqué, donc l'état d'urgence, la panique, tout ça. Mais aujourd'hui, quand on parle de la COVID, la pandémie, dans le temps, 1 an plus tard, on parle vraiment d'une accumulation et d'un ensemble de circonstances. Donc, les événements traumatisants auxquels les travailleurs de la santé peuvent faire face se présentent sous de nombreuses formes. Par exemple, on peut parler là, de l'exposition à des accidents, catastrophes naturelles, des événements traumatisants que les gens qui travaillent dans les salles d'urgence, par exemple, peuvent faire face. Mais on peut aussi parler des effets cumulatifs de stress. Quand on a un travail comme en milieu hospitalier qui demande beaucoup, beaucoup de dons de soi et qui continuellement nous rapporte à des événements et des situations stressantes, combiné à ça, à des facteurs individuels comme la violence familiale, un historique de pauvreté, de discrimination, de racisme. Tout ça ensemble fait en sorte qu'on a tous une histoire, une empreinte qu'on amène au travail avec nous et qui fait qu'on est de plus en plus vulnérable au traumatisme. Aussi, ce qui est important de savoir, la capacité d'adaptation des personnes va vraiment être un facteur aussi, soit de risque ou de protection. Et aussi la nature des traumatismes, les conséquences de l'incident sur son avenir. Par exemple, plus on a eu peur, si on vit un événement, si on a peur que cet événement-là cause notre mort, par exemple, donc plus la situation est perçue comme un danger, plus les risques vont être énormes pour la personne. Et puis, finalement, les incidents critiques deviennent traumatisants lorsqu'elles dépassent notre capacité à les surmonter. Donc, un même incident peut être vécu comme traumatisant pour une personne et non pas pour une autre. Et puis, c'est la façon dont on vit l'événement qui détermine s'il va être traumatisant. Et les gens, comme les travailleurs dans le secteur de la santé, sont plus à risque que d'autres, justement, d'être exposés à des événements traumatisants. Et donc, ça augmente de ce niveau-là l'effet cumulatif du traumatisme. Donc, chacun réagit à sa manière et selon ses capacités de faire face à des événements traumatisants. Donc, on fournit quelques exemples de la présence d'un traumatisme au travail, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, les symptômes, on pourrait parler de troubles de mémoire, difficulté à se concentrer, faire plus souvent des erreurs, sentiment de peur, d'anxiété, des réactions anormales à des situations normales. Donc, si on est plus émotif que d'habitude, si on fait preuve de colère ou on explose, on a plus de conflits interpersonnels qui n'arrivaient pas avant, soit une fatigue excessive ou ne pas être capable de dormir, incapacité de faire face à des événements stressants, évitement de certaines tâches, augmentation de la consommation d'alcool, mais ça peut être aussi de drogue après le travail, et une baisse générale du rendement, des retards ou des absences pourraient être des éléments indicateurs que quelque chose ne va pas bien. Parlant aussi des préjudices moraux, donc c'est un concept qui commence à être de plus en plus populaire pendant la pandémie, surtout avec les travailleurs de première ligne. Ce concept-là a été inventé plus au niveau là, des vétérans de la guerre. Donc, c'est vraiment un concept qui est très, très, très ancré profondément chez des individus qui font face, encore une fois, à des événements très traumatisants et qui ces événements-là viennent changer ou perturber leur valeur intérieure de sécurité ou de justice. Donc, un préjudice moral, c'est vraiment l'incapacité de contextualiser ou de justifier des actions personnelles ou les actions d'autrui et qui viennent contredire nos valeurs préexistantes. Donc, ça, c'est soit par rapport à soi-même ou par rapport à d'autres personnes. Un préjudice moral peut être causé par autrui, par exemple, si on voit quelqu'un qui va transgresser nos convictions profondes qui sont fortement associées à la culpabilité, à la honte et aux symptômes de choc post-traumatique. Donc, comme je disais tantôt, il est important de faire la distinction entre un préjudice moral porté par soi-même, à ses propres croyances, et le fait d'être témoin d'un préjudice moral causé par autrui, donc ce qu'on va appeler plus au niveau de la trahison, parce que la détresse qui en découle est différente et les réactions émotionnelles aussi. Donc, des exemples de préjudices moraux en milieu hospitalier pendant la COVID pourraient être de ne pas être en mesure de secourir tous les patients ayant besoin d'un ventilateur ou de savoir que des patients ne peuvent pas être soignés par manque de ressources.
Un autre exemple serait de ne pas savoir, de ne pas avoir assez d'équipements de protection, ce qui rentrera en conflit avec de valeur avec nos employeurs, notre institution pour laquelle on travaille, parce qu'on va sentir que notre employeur ne nous protège pas. Et donc, à ce moment-là, ça va vraiment venir nous questionner sur des valeurs intrinsèques. Donc, comme on peut voir ici dans cette affiche-là, dépendamment de la nature du préjudice moral, les réactions émotionnelles peuvent varier. La gestion de nos réactions émotionnelles est donc essentielle pour favoriser la santé et le bien-être mental des professionnels de la santé pendant la COVID, ce qu'on va parler plus tard aujourd'hui. Donc, quand l'individu agit de manière à transgresser nos propres convictions morales profondes, on va se sentir coupable, honteuse, on va se sentir embarrassé. Et sinon, quand l'individu est en conflit avec le comportement immoral ou contraire à l'éthique d'autres personnes, donc on se fait demander de faire des choses qui sont contre nos valeurs éthiques, on va vivre à ce moment-là du mépris, de la colère ou du dégoût. Donc, ça va être deux types de réactions différentes selon qui va nous faire vivre des préjudices moraux. Quand on parle de la boucle de la blessure morale, donc ça, c'est vraiment le cycle émotionnel qui va se passer chez un individu qui vit un préjudice moral. Donc, il va y avoir une transgression pour commencer. Un individu va agir d'une manière qui transgresse ou renie ses propres convictions morales profondes, ce qui va ensuite amener un conflit. Donc, on va être confronté à un conflit intérieur et on peut se demander comment on a pu agir de la sorte. Ou comment les autres ont pu agir de la sorte. Et puis, à ce moment-là, on va s'attribuer des narratifs internes et on va s'attribuer l'acte de transgression à un échec moral. On va se dire, par exemple, je suis une mauvaise personne. Et puis donc, ce qui va amener les sentiments de honte, de culpabilité, d'anxiété, ces sentiments-là vont par la suite nous amener à nous isoler, il va y avoir un repli sur soi. Et malheureusement, à la fin de la boucle, donc l'incapacité de se pardonner, peut-être là, des comportements d'automutilation, d'engourdissement émotionnel, de l'évitement des pensées intrusives. Et donc, à ce moment-là, on retourne dans la boucle là, de la honte, de la culpabilité et on reste coincé dans cette boucle-là. Ce qui est important de retenir, c'est que cette boucle-là, en fait, peut être arrêtée à n'importe quel moment. Mais c'est vraiment ce qu'on va aller rechercher en thérapie, d'arrêter la boucle et vraiment d'aller passer au processus de la gestion des émotions et vraiment de bien comprendre où on se trouve à chaque étape et de faire, de mettre ça dans vraiment comment on vit et d'expliquer pour bien comprendre là, pourquoi on se sent comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer là, la roue qui tourne. Quand on parle de l'usure de compassion, donc ça désigne vraiment l'épuisement émotionnel et physique profond que peuvent ressentir les professionnels de soins de la santé, donc tout ce qui est en relation d'aide au cours d'une carrière et lorsqu'on ne parvient pas à recharger nos batteries et à se revitaliser. Donc, les gens pensent souvent que l'usure de compassion chronique est une sorte d'épuisement professionnel, mais ce n'est pas la même chose. L'usure de compassion va résulter d'une exposition prolongée de faible intensité à des deuils. C'est cet effet cumulatif-là qui peut persister et être renforcé au fil des mois, des années et transformer la vie intérieure d'une personne de manière inattendue. Donc, on va aborder certains de ces effets plus loin. Alors que l'épuisement professionnel, qui peut être aussi là, confondu avec l'usure de compassion, c'est d'un autre côté une sorte de crise d'estime personnelle qui résulte là, de charges de travail et d'attentes qui dépassent nos capacités et nos ressources et qui nous sont imposées pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et on va examiner plus en profondeur ce que sont les deux. Ce qui est vraiment malheureux aussi, c'est que l'usure de compassion peut coexister avec l'épuisement professionnel, donc d'où l'importance de bien reconnaître ces effets. Donc, quand vous voyez cette liste sur les effets là, de l'usure de compassion, je vous inviterai à vous poser cette question-là de façon personnelle à est-ce qu'il y a des effets dans cette liste-là qui vous rappellent un peu ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu? Vous n'avez pas besoin de partager, mais donc évidemment, c'est sûr que suivant une situation stressante, on va vivre ces symptômes-là à quelques degrés que ce soit, mais quand ça persiste dans le temps, puis quand ça continue à ce niveau-là, c'est pas sain de vivre ça tous les jours, puis c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher de l'aide.
L'épuisement professionnel peut frapper une personne à tout moment qui se sent continuellement débordée. Donc, comme je disais, ça a un effet cumulatif très subtil aussi et on néglige souvent les causes et les symptômes et plus l'épuisement professionnel s'aggrave. Donc, c'est comme je disais, ça évolue au fil du temps. Donc, souvent, on va être bon aussi pour se justifier ou mettre un peu le blâme ou attribuer les conséquences ou les symptômes à d'autres choses. Par exemple, je vis des choses à la maison, je suis plus fatiguée, ça fait longtemps que je m'entraîne plus, donc ça va être pour ça que je me sens comme ça. Mais c'est vraiment important de vraiment se poser les bonnes questions et de voir est-ce que je suis rendue à un point où je suis impactée par cette lourdeur de tâches-là, par le don de soi constant, ou si c'est peut-être juste d'autres choses que ces concepts-là. Et voici donc encore d'autres symptômes de l'épuisement professionnel qui sont très aussi reliés aux symptômes dépressifs, donc l'apathie, l'abattement, désillusion, irritabilité. On va aussi peut-être se sentir comme qu'on n'est pas compris, qu'on est seul. Donc, il va y avoir vraiment là, cette vision-là du monde qui est un peu plus noire. Et donc, encore une fois, comme je l'ai mentionné plus tôt, de peut-être regarder cette liste-là et de se poser la question si c'est des choses qui nous rejoignent, qu'on a vécues peut-être dans les derniers mois. Alors, on a parlé là, de l'usure de compassion, des traumatismes, l'épuisement professionnel, l'usure de compassion, mais vraiment, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de parler des stratégies de santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Ce qui est vraiment là, la deuxième partie de notre conférence aujourd'hui. Alors, les recherches mentionnent que ces stratégies sont des éléments clés pour nous aider et aussi s'entraider dans des situations de crise et en temps de stress aigu. Donc, tolérer l'incertitude et la détresse, maîtriser, accepter nos émotions avec l'acceptation radicale, quand on parle de tout ce qui est la pleine conscience, la relaxation, pratiquer l'autocompassion et maintenir ses liens sociaux, c'est vraiment des choses et des éléments clés à ne pas mettre de côté. On passe beaucoup de temps à se soucier des autres en relation d'aide, donc que ce soit en milieu hospitalier ou même en santé mentale. Et on focus aussi, tout le monde focus sur souvent des choses sur lesquelles on a peu de contrôle. Alors, quand on focus sur des choses qu'on ne peut pas changer, on utilise cette énergie émotionnelle-là vraiment en vain. Donc, c'est vraiment de l'énergie gaspillée, alors qu'on pourrait focuser sur des choses sur lesquelles on a le contrôle et des choses concrètes. Donc, ici, je vous montre là, notre zone d'influence, donc de regarder les choses qu'on ne peut pas influencer, qui sont en dehors de notre cercle, donc les actes d'autrui. Donc, tout ce qui est par rapport au comportement des autres, les motivations d'autrui, prévoir ce qui va arriver dans le futur. L'être humain, c'est toujours bien d'avoir des vues futures, mais on se met souvent là, à essayer de contrôler ce qui va arriver. Donc, dans une période d'incertitude comme la COVID, ça peut être très difficile à accepter. Mais il y a souvent des choses qu'on peut justement influencer et qu'on peut se concentrer sur ces choses-là pour mieux s'aider et justement focuser notre énergie sur quelque chose qui en vaut la peine, comme travailler sur notre attitude positive envers les autres, prendre des congés, là, des nouvelles de l'actualité, des réseaux sociaux, de cultiver notre bienveillance, notre civilité. Donc, comment qu'on communique avec les autres, comment que les autres nous perçoivent aussi, comment qu'on se reflète par rapport à ça envers notre communauté. C'est vraiment aussi une façon de s'auto-évaluer puis de voir comment je peux participer aussi à une culture positive dans mon milieu de travail au lieu, à l'inverse, de participer à une culture qui est peut-être plus toxique dans des moments qui sont beaucoup plus stressants. Les émotions sont pas mauvaises en soi, mais pour beaucoup de gens, on continue de penser qu'une émotion négative veut dire je dois l'éviter et donc on a beaucoup d'impatience, on n'a pas beaucoup d'indulgence envers nos émotions négatives et on est comme un peu entraîné à penser qu'il faut vraiment éliminer les émotions négatives à tout coup au lieu de les accepter et de vivre avec ça. Ce qui fait partie finalement de la vie. Donc, il est important de les accepter, de les vivre et quand les émotions sont trop intenses ou négatives, c'est peut-être là qu'on va vouloir se donner une pause et focuser sur d'autres activités pour diminuer l'intensité. Si les émotions, justement, sont trop réactives, donc prendre du recul, d'observer, de décrire nos comportements. Donc, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? C'est quoi ma première émotion qui me vient toujours?
qui remontent toujours à la surface quand je vis les choses stressantes. Chaque personne est différente. Donc, de comprendre un peu comment notre boucle un peu se défile quand on vit des événements stressants peut nous aider à reconnaître, faire une pause, observer et se poser les bonnes questions. Puis souvent, la meilleure réponse, c'est de faire l'action inverse. Donc, si on est habitué de nier nos émotions, ça veut peut-être dire qu'il est temps de les accepter et de vraiment de s'asseoir avec elles. Ça peut être douloureux, mais de commencer à faire cet exercice-là et de s'ouvrir à d'autres options. Si au contraire, on a tendance à être dans les émotions très réactives et débordantes, puis qu'on peut, par exemple, on est au travail, puis on ressent le besoin de répondre au courriel alors qu'on n'est peut-être pas dans un moment propice à ça. Peut-être que la réponse, c'est de ne pas répondre au courriel du tout et d'attendre peut-être même 2 heures, 3 heures jusqu'à ce qu'on se soit calmé. Donc, souvent, ça a l'air très de base, mais de faire l'action contraire de ce qu'on est habitué de faire peut aussi nous aider à trouver une autre issue à nos comportements. En termes de schéma de pensée, on a tous malheureusement des façons négatives de réfléchir. Donc, c'est important, comme je disais, reconnaître nos émotions, mais aussi reconnaître nos schémas de pensée improductifs. Donc, des erreurs là, de pensée qu'on a tous, chacun d'entre nous, qui sont les plus fréquentes. On va parler de raisonner en termes de tout ou rien. Donc, personne ne m'aime, tout le monde est contre moi. Sauter aux conclusions rapidement sans aller vérifier l'autre version des faits peut-être. Ne voir que les aspects négatifs ou, de l'autre côté, faire abstraction des éléments positifs, dramatiser la situation, faire des surgénéralisations font aussi partie des erreurs de perception les plus fréquentes. Et donc, pratiquer l'acceptation radicale de nos émotions et de nos schémas de pensée, ça nous aide à reconnaître la réalité et les circonstances dans lesquelles on vit pour réduire sa frustration et de pouvoir changer ce qui est hors de notre zone d'influence. Donc, au lieu de toujours se battre contre nos émotions négatives, je pense qu'il est facile de dire pourquoi je suis déprimée, je ne devrais pas être déprimée. Donc, on essaie de justifier, on essaie de mettre ça de côté. Mais au contraire, ça peut être de juste l'accepter, de dire j'ai pas besoin de me justifier. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, je vais pas bien, j'en vis beaucoup. Et puis, demain va aller mieux, mais aujourd'hui, je vais pas bien. Et juste de laisser ça en suspens et de l'accepter comme tel, de ne pas essayer là, de l'ignorer ou de mettre ça de côté peut vraiment avoir un aspect positif. On peut aussi s'aider à prendre une distance de nos pensées. Donc, il faut aussi se rappeler que nos pensées ne sont pas toujours la réalité. Donc, ils peuvent aussi participer à exacerber la perception d'un danger qui n'est pas nécessairement réel et même chose pour les émotions. Donc, on peut aussi penser comme un scientifique. Donc, considérer ces pensées comme des hypothèses et non pas des conclusions. Recueillir des preuves. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Est-ce que peut-être mon sentiment X, Y, Z aurait pu teinter ma version des choses? Donc, d'essayer d'être plus objectif, d'essayer de sortir de la dynamique pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. D'essayer de trouver une autre explication sur ce qui se passe réellement. Donc, est-ce que nos réflexions sont fondées sur des preuves? C'est quoi l'histoire qu'on a aussi par rapport à la situation? Développer des pensées adaptatives positives. Donc, qu'est-ce qu'on dirait à un ami dans la même situation? Probablement que si c'était un ami, on leur donnerait un peu plus de soutien, on serait beaucoup plus compatissant vers leur histoire. Donc, c'est important d'avoir cette même don de soi envers soi-même, finalement. Et aussi de se rappeler en termes de toute notre vie, de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, est-ce que cette situation-là va avoir autant de poids dans 5, 10, 15 ans, peut aussi mettre les choses en perspective. Donc, la méditation, quand on parle de pleine conscience, manifester sa gratitude, c'est quelque chose qui gagne beaucoup de terrain dans les dernières années pour ceux qui ne sont pas au courant de la pleine conscience. Donc, c'est vraiment un état de conscience qui nous aide à être dans le présent moment sans nous juger. Ce qui est merveilleux avec la pleine conscience, c'est qu'on peut faire ça partout. En faisant la vaisselle, en prenant notre douche, en prenant une marche. Donc, vraiment, là, de se focusser sur nos sens, et vraiment ce qu'on voit, ce qu'on ressent, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et de se focusser sur ça, mais de façon vraiment sans jugement, dans le moment présent, laisser aller nos pensées et de focusser là-dessus. Pour ceux qui ont de la misère à peut-être arriver à un moment là, de pleine conscience, parce que ça prend de la pratique,
Il y a beaucoup de guides d'auto-visualisation sur YouTube qui sont gratuits, qui nous aident à décrire un environnement qui est positif et qui nous aide à ce moment-là à recadrer là, notre cerveau et à faire le vide un peu de nos pensées. Donc, c'est comme un moment mental où on fait une pause là, de nos émotions, de nos pensées, tout ça. Quand vient le temps de la gratitude, c'est prouvé par beaucoup d'études que ça augmente le sentiment d'efficacité, l'estime de soi et ça diminue les symptômes dépressifs. D'avoir la gratitude envers la vie, mais aussi de redonner à autrui aussi. Donc, de donner là, des pensées positives, d'encouragement, tout ça. Mais c'est important aussi de ne pas trop le faire avec autrui. Si on sent que c'est comme une corvée plus que d'autres choses parce qu'on est déjà en relation d'aide, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans l'autre extrême parce qu'on peut aussi le faire, on peut faire un peu de surgénéralisation quand vient le temps d'éprouver de la gratitude, mais souvent, donc, de reconnaître les bienfaits là, de notre journée, que ce soit le soir avant d'aller se coucher, pour ramener notre esprit là, de façon plus positive et d'aller rechercher des choses, là, 2-3 choses dans la journée qui nous ont fait du bien. Et ça d'aller focuser sur des choses à petite échelle, donc de ne pas essayer d'aller trouver quelque chose qui est trop hors de notre quotidien non plus, ça peut être plus difficile à trouver. Mais plutôt de se focuser sur, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous a fait un sourire, je ne m'attendais pas à ça, quelqu'un m'a fait un compliment. Donc, ça peut être des petites choses, mais si on les nomme de jour en jour, on va regarder à quel point finalement, c'est plus facile de cultiver une attitude optimiste. Donc, voici des exemples d'exercices quotidiens de méditation qu'on peut faire. Donc, on parle de la respiration consciente. On parle aussi là, de focuser sur la concentration. Ça, c'est des exemples que j'ai nommés aussi. Quand on parle du relâchement de l'attention, des exercices, encore une fois, en ligne qu'on peut trouver facilement. Et c'est on va aller forcer nos muscles un à un, graduellement, de la tête aux pieds, et on va les relâcher. Et donc, ça va amener là, un relaxant, un sentiment de relaxation musculaire. Quand on parlait de la gratitude, donc, qu'est-ce que ma journée m'a apporté de bon? Ou on peut aussi, à l'inverse, le faire le matin et la première chose qu'on se réveille, c'est de se dire aujourd'hui, ça va être une belle journée parce que, et de compléter cette phrase-là, même si on ne sait pas ce que la journée nous amène, juste de commencer sur un pied positif peut, ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisée. Donc, plus on va se dire que notre journée va être positive, plus notre journée risque d'être positive. C'est comme cette énergie-là qu'on donne dans l'univers et qui nous est revenue un peu. Et finalement, les mots d'appréciation envers soi en premier lieu, mais aussi envers les autres. Si vous vous sentez capable et vous avez de l'énergie pour le faire, donc ça dépend des journées. Il y a des journées qu'on n'est peut-être pas capable d'apporter ce soutien-là aux autres, mais d'encourager les autres, d'avoir une attitude positive envers les autres peut aussi nous ramener beaucoup de plaisir aussi. Alors, dans la même ordre d'idée, l'autocompassion, donc quand on est compatissant envers soi-même, c'est quelque chose qui est, somme toute, difficile chez les gens en relation d'aide. Je pense que c'est quelque chose qu'on est toujours habitué de mettre les autres avant soi. Mais lorsque notre estime de soi est fragilisée, on a tendance à encore plus nous dénigrer justement puis endommager notre estime personnelle parce qu'on a souvent des narratifs qui sont très, très, très négatifs, voire toxiques. Donc, c'est vraiment de faire attention à notre monologue interne à chaque jour et de faire attention à ce qu'on se dit puis de se demander si on parlerait comme ça à nos proches. Probablement non. Alors, de remarquer les moments où on se juge de façon sévère puis de faire un effort là, pour s'accepter, faire preuve de compassion. Et donc, ce que ça fait quand on est compatissant envers soi-même, donc les 3 conditions de l'autocompassion, c'est de favoriser la bienveillance au dénigrement, de favoriser la communauté, justement, d'expérience à l'isolement, de se sentir plus connecté avec les autres et substituer la pleine conscience à la suridentification. Donc, la suridentification, c'est l'association extrême à un concept, une perception ou une idée de soi. Donc, par rapport d'arrêter de se dire « je devrais être ceci, je devrais être cela », mais plutôt là, de focuser sur notre sentiment là, de bien-être dans le moment présent et ne pas toujours être dans le passé ou le futur. Comme on le sait, l'être humain est un être social, donc on a tous besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. En ces temps de COVID, ça peut être très, très, très pénible pour les extravertis de ce monde.
Alors que nos amis, les introvertis, je pense qu'ils ont un bon moment en ce moment pendant la pandémie. Malgré tout, c'est très important là, de maintenir nos connexions sociales. Et quand on dit maintenir nos connexions sociales, ça peut être, évidemment, il faut faire attention avec la contamination, tout ça, tout le monde est au courant. Mais donc, on peut favoriser les appels téléphoniques, utiliser la technologie. Mais de l'autre côté, c'est aussi important de mettre des limites. Donc, pour les gens qui travaillent devant des écrans toute la journée, peut-être que ça ne nous tentera pas de faire un appel le soir, peut-être qu'on va favoriser le téléphone, peut-être qu'on va vouloir écrire des lettres, peut-être qu'on va vouloir plus texter. Mais peu importe c'est quoi la bonne recette pour vous, c'est encore une fois de faire attention, d'être faire la balance entre tout ça, puis d'être capable de maintenir des connexions sociales, mais aussi qu'elles soient positives. Donc, ce n'est pas n'importe qui avec lequel on va vouloir connecter non plus. Donc, de limiter les interactions négatives, favoriser les interactions positives, c'est vraiment ce qui est bénéfique ici. Donc, des stratégies soutenues par la recherche, c'est vraiment la base de tout. Surtout la routine, c'est très important dans les moments difficiles avec l'incertitude, l'inconnu. Plus on va se sécuriser dans une routine, mieux ça va être. C'est toutes des choses que je suis certaine que vous connaissez, donc l'activité physique, le sommeil, l'alimentation saine. Mais même si on connaît ces trucs-là, c'est toujours quelque chose qu'on doit répéter et continuellement remettre dans notre routine. Donc, juste aujourd'hui, prenez un moment après la conférence et de vous poser la question, est-ce que je mange bien ces temps-ci? Est-ce que je fais vraiment attention à quelle heure je me couche ou je vais me coucher très, très tard, je vais regarder la télé parce que des fois, regarder la télé, ça peut être un échappatoire, tout ça. Est-ce que je suis consciente de mon niveau d'activité physique ou je me suis laissée relâcher ces temps-ci? Donc, évidemment, l'important, ce n'est pas de tout remettre en place en même temps. Ce serait beaucoup trop une grosse montagne à atteindre, mais d'y aller petit par petit et chaque petite étape va nous amener à notre but ultime. Donc, je l'ai mentionné plus tôt, je vous ai demandé de faire attention à vos réactions et les symptômes que vous pourriez vivre pendant la pandémie, de vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui me rejoint ces temps-ci? Dans le même ordre d'idée, je vous suggérais d'élaborer un plan de soutien pour vous qui comprend, là, par exemple, les trucs qui sont à l'écran en ce moment et de peut-être vous poser la question, c'est quoi si de se créer des zones de couleurs? Donc, par exemple, si je suis dans une zone verte, donc la zone verte, ça veut dire que je vais bien, c'est mon sentiment optimum. Donc, quand je suis en zone verte, j'ai mon sens de l'humour, je me sens accomplie, je me sens motivée. Et après ça, vous créez une zone orange et une zone rouge. Donc, la zone rouge, ce serait moi quand je suis très, très, très stressée. Ça pourrait être que je suis très en colère, je vais être explosive, j'ai le cœur qui bat très, très fort, très, très rapidement. Et donc, vous donnez comme vos propres codes et pour chaque zone, de vous donner un truc pour prendre soin de vous. Donc, si je suis en zone rouge, mon truc, ça pourrait être de je lâche tout. Donc, peu importe ce que je fais, je dois prendre une pause, je vais faire une respiration profonde et je vais revenir à ce que je fais par la suite. Si je suis en zone verte, peut-être que vu que je vais bien, je vais être capable d'aller d'aller écrire dans mon journal, parler de ma gratitude, je vais peut-être aller aider un collègue, je vais donner un compliment à quelqu'un. Et donc, peut-être que si vous avez ce plan d'action-là, ça peut être juste une petite page ou même sur un post-it, et de garder ça dans votre poche, dans votre portefeuille, au travail, sur votre ordinateur, mais d'avoir ce reminder-là, le mot m'échappe en français, mais donc à ce moment-là, va vous aider à avoir ce rappel-là finalement à portée de main et puis peut vous aider dans des moments plus difficiles. Et plus vous allez le lire, même notre subconscient, juste de l'avoir sur notre ordi à tous les jours, même si on ne le lit pas, nos yeux le voient quand même. Et donc, ça nous amène aussi à nous rappeler de quoi faire en moment de crise ou en moment plus difficile. Et dans la même ordre d'idée, donc de prendre des petits rendez-vous avec soi-même, prendre soin de soi-même, des suivis au quotidien, donc de toujours là, regarder notre checklist, je suis où sur le plan physique, le plan mental, émotionnel, etc. Et d'être attentif à l'évolution de nos besoins et de ne pas attendre qu'il soit trop tard ou de ne pas attendre que, certainement pas donner trop d'excuses aussi, de justifier et d'attribuer la situation à d'autres éléments. C'est important là, pour pas finalement se sentir isolé et penser que c'est notre faute ou s'attribuer cette responsabilité-là.
et surtout de reconnaître quand vient le temps d'aller chercher de l'aide. Alors, ça concluait notre conférence d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas, par exemple, des services de programme d'aide aux employés, je voulais partager avec vous nos coordonnées pour l'Espace Mieux-être Canada. Au Mood Santé est une fière partenaire principale. Donc, qu'est-ce que c'est Espace Mieux-être Canada? C'est financé par Santé Canada, parrainé par le ministre de la Santé. C'est un portail web qui permet aux Canadiens d'accéder à des évaluations, des outils en ligne de santé mentale, des soutiens par les pairs, du counseling, que ce soit en téléphone, vidéo ou texte. Donc, ce partenariat-là a été créé pendant la COVID et donc, notre rôle là-dedans, c'est de fournir des services de triage téléphonique et des séances gratuites de counseling téléphonique. C'est aussi accessible 24/7, 365 jours par année et aussi autant pour les adultes que pour les jeunes avec notre partenariat avec Jeunesse J'écoute. Donc, peu importe qui vous connaissez, Canadiens, des collègues, des parents proches, des enfants, des adolescents qui ont de la difficulté pendant ces temps difficiles, voici les coordonnées à l'écran, donc au ca.portal.gs ou composez le 1-888-417-2074. Et donc, encore une fois, c'est disponible 24/7. Alors, nous voilà à la période de questions, ce qui mettrait fin à notre présentation. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les entrer dans la place de clavardage. Pendant ce temps-là, je vous mets des ressources à l'écran, dont la Commission de la santé mentale du Canada, la Société canadienne de psychologie, l'Association médicale canadienne, et donc Centre de toxicomanie de santé mentale, des ressources importantes et des ressources qui sont probantes aussi et vérifiées là, par des professionnels parce que, comme on le sait, on peut recevoir beaucoup d'informations de nos jours et c'est important d'aller chercher les informations aux bons endroits. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. Alors, je mets fin au webinaire et donc, je remercie tout le monde de vous être présenté aujourd'hui et merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté et restez tous prudents. Merci, bonne soirée.